Gourde. On va vous dévoiler maintenant l'évaluation environnementale de la circularité mise en place par le CSTB qui s'appelle EcoScale. Et donc, on retrouve Sylvain Laurenceau qui va nous rejoindre et Florian Ras. Venez tous les deux pour nous présenter. Florian Ras, donc responsable production et développement, et Sylvain Laurenceau, directeur opérationnel à la direction économie et ressources. Je vous passe la parole pour d'abord nous dire, évidemment, Florian, qu'est destiné à apporter EcoScale. Et peut-être si entre-temps, dans votre présentation, vous voulez rebondir aussi sur ce qui a été dit juste avant, vous pouvez le faire aussi. Je vous en prie, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors encore une fois déjà, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour cette journée de lancement. Avant de commencer la présentation, déjà, j'aimerais vous soumettre 3 questions auxquelles on va apporter réponse évidemment tout au long de cette présentation. La première, c'est qu'est-ce qu'EcoScale ? La seconde, c'est quel est son objectif ? Et la troisième, ce sera finalement comment est-ce que cela fonctionne ? Alors, vous le savez, ça a été dit, ça a été répété, mais le bâtiment, comme tant d'autres secteurs, est aujourd'hui confronté à des enjeux majeurs, à des enjeux incontournables. Et ces enjeux sont économiques, sont réglementaires. Et au regard finalement de tous ces enjeux, le CSTB a souhaité développer EcoScale. Alors, qu'est-ce qu'EcoScale ? Vous l'avez entendu et je vais le redire. EcoScale est une évaluation environnementale de la circularité qui va permettre une aide au choix, en tout cas à la prescription. Alors finalement, quel est aussi son objectif ? Son objectif, c'est de mobiliser les industriels vers une démarche plus vertueuse d'éco-conception. Alors la question, c'est aussi comment ? Comment ça va être en mobilisant l'ensemble de l'écosystème vers une démarche qui va se vouloir plus structurante et qui va vouloir aller vers une massification et une généralisation des pratiques d'éco-conception. Au regard de tout ce que je viens de vous énoncer, le CSTB a développé un signe de qualité. Alors ce signe de qualité, il va avoir vocation à plusieurs choses. Déjà la première, ça va pouvoir vous permettre d'avoir accès à une information qui se veut claire et robuste, qui se veut également scientifiquement fondée et qui va porter sur l'ensemble du cycle de vie des produits au travers de 4 indicateurs que je vais vous montrer et qu'on va décliner un peu plus loin dans cette présentation. Je le rappelle, les objectifs, c'est d'apporter de l'information sur la circularité, que ce soit des nouveaux produits ou encore des équipements de construction en fonction évidemment de leurs usages qui peuvent être tous différents. Aussi, ça va être de mieux répondre aux attentes des maîtres d'ouvrage et surtout aux futures exigences réglementaires et normatives sur la circularité, que ce soit, et on l'a entendu, à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou encore même à l'échelle européenne. Arrive le moment où je vous présente une petite vidéo de présentation d'EcoScale que je vous laisse apprécier. Dans un contexte d'épuisement de ressources et de coûts d'énergie de plus en plus élevés, le bâtiment, comme tant d'autres secteurs, est confronté à des enjeux incontournables, environnementaux, réglementaires et économiques. Pour y répondre et construire un avenir responsable avec les matériaux les plus vertueux et les usages les mieux adaptés, le CSTB a conçu et mis au point EcoScale. Une évaluation environnementale de la circularité afin de permettre à la filière d'y voir plus clair en proposant un standard. Une base de données référence les produits, les équipements et les matériaux de construction en les classant selon 4 indicateurs. Le taux de matière recyclée et renouvelable du produit, la capacité du produit à être démonté sans l'endommager et ainsi faciliter son réemploi ou son recyclage, la capacité d'un produit à être utilisé à nouveau à l'issue de son premier usage, la possibilité pour le produit d'intégrer une filière de recyclage en fin de vie pour être recyclé. Pour chacun de ces indicateurs, les produits sont notés de A à E. EcoScale, une évaluation créée par le CSTB pour vous aider à atteindre vos ambitions environnementales au service de la circularité. Merci Florian. Du coup, peut-être reprendre justement pourquoi est-ce que, au final, on a décidé de se lancer là-dedans et pourquoi est-ce qu'on a initié une démarche il y a déjà maintenant plusieurs années qui aboutit du coup au lancement aujourd'hui. Déjà, premièrement,
rappeler que c'est quand même un positionnement un peu naturel du CSTB. Alexandra l'a rappelé, on a toute une série d'actions de recherche qui nous permettent du coup de très en amont repartir des concepts, de la redéfinition des concepts, de la création d'informations jusqu'à derrière après des choses plus avales comme l'évaluation et cette nouvelle évaluation. Un rôle historique aussi du CSTB autour de tiers de confiance. Et on a beaucoup parlé de greenwashing tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup entendu ce mot-là. Et clairement, du coup, il y a une question de confiance, de justifier un peu ce qu'on va, de justifier ce qu'on va prouver. Est-ce que les industriels sont les coupables désignés à la base et ont besoin de se justifier ou pas? Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et puis, le fait, comme je le disais également, qu'on a la chance au CSTB de regrouper un nombre de compétences important et d'être capable d'avoir une approche pluridisciplinaire qui est vraiment complète. Et donc, au travers de ces enjeux de circularité, on retrouve vraiment, on a besoin en fait d'avoir cette approche multidisciplinaire. Et du coup, voilà, partant de l'ensemble de ces constats, on a décidé de se lancer dans cette démarche il y a maintenant quelques années, qui ont été donc une démarche qui a forcément commencé par des travaux de recherche, une analyse de la littérature, une réflexion sur les concepts, des développements d'informations, et qui a impliqué du coup pas mal de collaborateurs. Donc je voudrais quand même remercier du coup tous ceux qui ont contribué là, ces derniers mois, ces dernières années au développement aux bases scientifiques qui du coup ont permis d'aboutir à EcoScale. Je pense qu'il y en a une bonne partie dans la salle, ce qui me permet d'ailleurs de remercier aussi l'équipe, notamment la communication et le marketing, qui ont permis d'organiser cet événement et de faire en sorte qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui pour parler de ces sujets-là, que ce soit en physique ou à distance. Et donc, au-delà il y a vraiment l'idée de repartir des fondamentaux, des questions de travaux de recherche. Derrière, il y a aussi un autre enjeu, c'est le fait d'avoir une approche qui soit robuste. Et donc cette question de la robustesse, forcément, ça ne se définit pas tout seul. C'est aussi pour ça que dans nos travaux, on a eu un certain nombre d'échanges assez importants avec beaucoup d'experts, que ce soit des experts français, que ce soit des experts internationaux. On a eu un croisement d'approches pour essayer de trouver le bon équilibre et quelque part entre la robustesse et un minimum de simplicité pour être capable du coup d'avoir des choses qui soient lisibles. Et puis derrière, du coup, autre point, dans le cadre du développement de ces travaux, ça on y reviendra après, mais on a des travaux génériques qu'on a ensuite déclinés sur différentes familles de produits. Quand on veut créer un nouveau référentiel, quand on veut mettre en place une évaluation, il y a toujours cette question de collégialité forcément qui rentre en jeu, et on a créé un comité de suivi au début des travaux pour être capable déjà de nous orienter initialement pour vérifier qu'on avait une approche assez justement englobante, qu'on ne mettait pas de sujets de côté. Et puis derrière, quand on a voulu définir justement les métriques, les critères et autres, faire en sorte que l'approche qu'on propose soit quelque part la plus fiable et la plus complète possible. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui, on voudrait aussi remercier assez largement les membres du comité de suivi, qui a regroupé une bonne vingtaine de personnes et qui nous ont accompagnés du coup durant ces derniers mois, ces dernières années. Et donc voilà, je pense que la partie suivante, c'est vraiment de pouvoir remercier cet ensemble de parties prenantes.
Donc, remercier tous ceux qui ont participé à ce comité de suivi. Maintenant, Florent, je vous passe la parole pour mieux savoir comment sont construits les indicateurs. Et les détailler, évidemment. Oui, en effet, ça y est, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, déjà, permettez-moi et excusez-moi par avance. En effet, c'est le cycle de vie d'un produit de manière très simplifiée que je vous présente à l'écran. Alors, ce cycle de vie, on va s'arrêter sur 3 grandes étapes. La première qui est l'étape de production de ce produit. La seconde qui est son utilisation. Et je terminerai par l'étape de fin de vie de ce dit produit. Alors, si je fais un petit focus au niveau de l'étape de production du produit, nous avons souhaité positionner un indicateur qui va caractériser les matières entrantes dans le produit et notamment au travers des matières recyclées et aussi renouvelables du produit. Si je vais un petit peu plus loin et que j'arrive sur la deuxième étape, donc l'utilisation du produit, vous voyez que cette fois-ci, nous avons positionné 2 indicateurs. Donc, un indicateur, comme on a entendu de la part notamment de Christian, sur la démontabilité, mais également aussi un indicateur de réemployabilité. Ces indicateurs vont nous permettre de caractériser notamment l'allongement et la durée de vie du produit. Et je terminerai par la dernière étape, donc l'étape de fin de vie du produit, où cette fois-ci, nous avons positionné un indicateur de recyclabilité qui va nous permettre de caractériser les opportunités de recyclage en fin de vie du produit. Restons un instant sur ce que je viens de vous dire. Je vous l'ai dit, je les réénumère. Nous avons un premier indicateur sur les matières recyclées renouvelables, un second sur la démontabilité, la réemployabilité, et enfin le dernier sur la recyclabilité. Quels sont leurs objectifs? Déjà, c'est de mettre en avant les efforts de circularité, mais notamment sur différents points. Le premier, ce sont les matières et les flux entrants au niveau des produits, qu'ils soient recyclés, qu'ils soient biosourcés ou encore sans substances dangereuses, et j'en passe, mais également sur les futures opérations, notamment de dépose et la fin de vie de ces produits. Ces 4 grands indicateurs ont été évalués sur la base de 17 critères. Alors, on va les énumérer un petit peu plus tard, mais sachez en tout cas que ces 17 critères ont été évalués grâce notamment à la pluridisciplinarité du CSTB et tous les domaines de compétences sur lesquels il nous est autorisé et permis d'intervenir. Si je m'arrête sur le premier indicateur. Donc le premier indicateur est un indicateur de contenu en matière recyclée et renouvelable où nous avons évalué justement cette quantité de matière au travers de l'addition de 2 taux. Le premier étant le taux de matière recyclée de produit et le second, le taux en matière renouvelable non recyclée de produit. Si je passe maintenant au deuxième indicateur, donc l'indicateur dit de démontabilité. Déjà, qu'est-ce que c'est? Cet indicateur relate la capacité d'un produit à être démonté, on l'a entendu, sans endommagement et surtout afin de faciliter quoi? Son réemploi ou encore même son recyclage. Pour cet indicateur, nous nous sommes arrêtés cette fois-ci sur 5 critères. Alors le premier, qui traite du type de connexion qui relie le produit à l'ouvrage. Alors on l'a entendu aussi, les connexions peuvent être diverses, elles peuvent être mécaniques, elles peuvent être chimiques, ne serait-ce encore que par collage. Et on l'a bien vu, ces types de connexions vont avoir clairement une influence. Ce qui me permet de passer au deuxième critère et qui est finalement aussi l'accessibilité et la visibilité à ces dites connexions. Logique. Enfin, le troisième critère qui est plutôt porté sur la manutention, parce qu'évidemment, en fonction de la typologie des produits, ils vont être différents, que ce soit au niveau de leur poids, que ce soit encore au niveau de leur volume. Et enfin, le quatrième critère sur l'expertise au démontage. Alors, est-ce qu'il vous faut ou pas des outils particuliers? Est-ce qu'il va falloir un niveau de compétence supérieur à la normale? Voilà, ce sont en tout cas un critère que nous avons souhaité porter à votre connaissance et évaluer aussi. Et enfin, le dernier critère sur la stratégie de l'industriel au niveau de la démontabilité, et ce qui nous apporte des éléments permettant justement d'apprécier cette démontabilité. Le second indicateur, je vous l'ai montré, est l'indicateur de réemployabilité. Alors, qu'est-ce qu'il relate? Cet indicateur va traduire la capacité d'un produit à être, à l'issue de son cycle de vie, même s'il est simplifié comme je vous l'ai montré tout à l'heure, utilisé de nouveau pour un usage qui se veut identique à celui pour lequel il a été conçu. Pour cet indicateur, nous avons choisi 7 critères.
Le premier, qui est écho au premier indicateur, donc l'indicateur de démontabilité. Le second critère étant l'état de développement de la filière. Alors la filière, pour cet indicateur en tout cas de réemploi. Le troisième, c'est existe-t-il ou pas un ou encore plusieurs guides méthodologiques d'évaluation de quoi? De la performance en vue d'un réemploi pour le produit. Le quatrième critère étant la durabilité du produit. Le cinquième, la criticité et les conditions de stockage, mais également de reconditionnement du produit, parce qu'une fois déposé, il faut évidemment le stocker ou potentiellement le reconditionner. Et enfin, les critères 6 et 7 portant cette fois-ci sur les substances pouvant faire barrière à ce réemploi ou encore la traçabilité d'informations. Ça a été souligné tout à l'heure, cette traçabilité pouvant être aussi importante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre, et nous permettre aussi, de remonter aux caractéristiques des matériaux composant le produit et même si on va un petit peu plus loin, aux performances initiales du produit qui va vouloir être réemployé. Je vais m'arrêter un instant, surtout pour repréciser et amener des définitions sur qu'est-ce qu'est la réutilisation, le réemploi ou encore le recyclage. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ces termes, et en tout cas, dans notre vision des choses par rapport à EcoScale, j'ai souhaité partager avec vous un exemple qui se veut encore une fois pédagogique, mais assez concret. Prenons l'exemple d'une porte. Alors une porte en bois, le plus simplement possible. Il y a un arbre, donc une matière première, on la transforme et on en obtient, on va dire, des planches. Avec cette planche, on en fait un produit, donc un produit neuf qu'on va mettre sur le marché. Jusqu'à là, le cas le plus logique. Ce produit neuf va avoir une vie et donc un premier usage. C'est à ce moment-là, finalement, que vont intervenir pour nous, les trois définitions. Ce produit, vous allez pouvoir, une fois qu'il est remis en état, être utilisé comme à son état d'origine, et donc pour la même utilisation et donc le même usage. Dans ce cas-là, on va parler de réemploi. Par contre, si on prend cette table, qu'on la met sur des tréteaux, on en obtient, si on prend cette porte et qu'on la met sur des tréteaux, excusez-moi, on en obtient une porte. Donc finalement, on réutilise... Une table, voilà. Pardon. Heureusement que j'ai un schéma, ça permet de fluidifier. Je crois qu'ils ont fait ça chez un grand nom de l'informatique. Si exactement. Donc finalement, cette table sur tréteau va donc être réutilisée. Et enfin, je m'arrêterai sur la partie recyclage, où on prend le produit, on en refait finalement de la matière, on le compresse, et qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça peut nous donner, à titre d'exemple, des panneaux d'OSB. D'accord? Je vais m'arrêter maintenant sur le dernier indicateur, qui est l'indicateur de recyclabilité. Alors, qu'est-ce qu'il traduit? Il va traduire cette fois-ci la capacité d'un produit à intégrer une filière de recyclage en fin de vie afin d'être effectivement recyclé. Pour cet indicateur, on s'est arrêté sur 5 critères. Le premier, toujours le même, faisant écho à l'indicateur de démontabilité. Le second va porter cette fois-ci plutôt sur la séparabilité des matériaux constituant le produit. On peut avoir une plaque avec un isolant collé, est-ce que c'est facile de le séparer ou pas? En tout cas, c'est des choses que nous avons souhaité apprécier. Le troisième critère étant l'état de développement, cette fois-ci par contre, de la filière de recyclage. Enfin, le quatrième et le cinquième critère sur les substances pouvant faire barrière à ce recyclage ou encore la traçabilité de l'information. Encore une fois, c'est tout aussi important. Pourquoi? Parce que si on peut remonter à la composition finalement des matériaux, est-ce que ces 10 matériaux ou produits vont faire obstacle ou pas, ou vont-ils être recyclables? J'en arrive maintenant à vous dire comment est-ce que tout cela va se formaliser? Comment est-ce que ça va s'afficher? Comment est-ce que vous allez pouvoir apprécier les résultats finalement de cette évaluation? Alors au travers d'un affichage pour chaque couple, et vous l'avez bien compris en tout cas dans cette présentation, pour chaque couple produit-usage. Alors chaque couple va se voir attribuer une lettre, on l'a entendu tout à l'heure, qui va être comprise entre A et E, en fonction évidemment des indicateurs que je viens de vous présenter à l'instant. Je me permets de vous afficher un exemple, notamment avec un produit. Alors j'ai pris un panneau sandwich que je vais appeler Dupont, le nom le plus commun, avec son usage qui va être retenu cette fois-ci pour l'évaluation, qui va être un élément de façade. Je vous l'ai dit et présenté, ça a été aussi redit. Le mode de fixation est important et dans ce cas-là, ça va être un système à emboîtement. Nous ne serons pas sur un système de fixation collé. Les matériaux qui vont composer le produit, alors là, on va avoir une tôle d'aluminium avec une lame isolante et également, si vous en rappelez, les dimensions de ce produit. Cette fois-ci,
très normal, on sera sur un 1350 par 850 mm, sans souci. De fait, le résultat qui va être obtenu et affiché va être, pour cet exemple, on a mis donc BACC, donc B pour l'indicateur en contenu en matière recyclée et renouvelable, A pour l'indicateur de démontabilité, C pour l'indicateur de réemployabilité, et enfin C pour l'indicateur de recyclabilité. Où trouver toutes ces informations? Alors, toutes ces informations sont disponibles et consultables, notamment déjà au travers du site CSTB Évaluation, où on a créé une page spécialement dédiée à EcoScale, où vous allez retrouver plusieurs informations, notamment les indicateurs. Mais surtout, si vous voulez aller plus loin et rechercher un produit, vous retrouverez un petit onglet où vous allez pouvoir cliquer et justement être rebasculé sur une base de données que je vais vous présenter juste après. La base de données va se présenter de la façon suivante. Alors, je vous ai mis un imprime écran qui vous permet de voir à quoi elle va ressembler. Vous allez retrouver des différents filtres, notamment une recherche par nom de produit, par exemple, mais aussi au niveau de sa famille, des typologies, des usages ou encore du mode de fixation. Si je prends l'exemple qui est affiché à l'écran, on va prendre, cette fois-ci pour les produits, donc des dalles de moquette en pose semi-libre. La famille, ce sont les revêtements de sol souple. La typologie, c'est des dalles, comme on l'a vu précédemment, avec un exemple concret. Et également l'usage, un usage en revêtement de souple. À l'écran, vous allez pouvoir voir que finalement, en fonction des 4 indicateurs déclinés, vous obtenez différentes notes et qui derrière va vous permettre, en tout cas vous en tant qu'utilisateur, d'apprécier et vous donner une aide et des conseils en tout cas sur ces produits. Donc là, vous avez détaillé tous les indicateurs avec des exemples concrets. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, où est-ce qu'on en est maintenant concrètement, Florian? Je vais passer la parole à Sylvain qui va faire un état des lieux en tout cas et vous présenter les familles. Alors effectivement, où est-ce qu'on en est et derrière aussi quel mode opératoire on a mis en place. Comme on le disait tout à l'heure, on a beaucoup travaillé avec un comité de suivi pour arriver à définir notamment un référentiel générique avec l'ensemble des critères, l'ensemble des moyens d'évaluer ces différents critères et autres. Maintenant, on a besoin forcément de rentrer dans le détail du produit, de son mode d'assemblage, de l'usage qu'on va vouloir viser. Et donc, on a vraiment besoin de rentrer plus dans le détail sur les différentes familles de produits ou équipements qu'on va vouloir apprécier. Et donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, il a plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est qu'on va décliner le référentiel sur une famille de produits spécifiques. La deuxième étape, c'est qu'ensuite, on va caractériser les différents couples produits-usage et modes d'assemblage, comme le présentait Florian, pour être capable du coup d'apprécier un peu la diversité aussi des solutions techniques qui existent au sein d'une famille de produits. Et ensuite, derrière, on va l'appliquer sur un certain nombre de produits ou de gammes de produits qui sont mis en œuvre, qui sont proposés, commercialisés par des industriels. Donc nos 3 étapes, c'est vraiment celle-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a déployé du coup le référentiel sur 4 familles de produits que vous voyez là. Donc on va retrouver les revêtements de sol, les bardages, les menuiseries et les produits isolants. Et donc au travers de ce travail-là, on a notamment du coup eu tout un travail de définition de ce qu'on appelle les produits types, qui viennent caractériser justement la diversité, comme je le disais là, des solutions constructives qui existent dans la famille de produits. On a 3 nouvelles familles de produits qui vont arriver, qui seront également accessibles au travers de la base de données courant avril. On va retrouver notamment les cloisons, les plafonds suspendus et les éléments de couverture. Donc, ce qui nous amènera au mois d'avril à avoir 7 familles de produits. Ensuite, les deux étapes suivantes, c'est le fait d'intégrer les produits industriels. Et donc là, on a eu un certain nombre de travaux aussi préalables. On a pour objectif de pouvoir intégrer dès le mois de mai les produits industriels, les premiers produits industriels avec lesquels on aura travaillé. Et puis ensuite, potentiellement, EcoScale et au travers l'appréciation l'évaluation environnementale de la circularité, ça n'a pas vraiment de limite. Ça peut couvrir l'ensemble des produits, équipements, matériaux qu'on met en œuvre dans le secteur du bâtiment. Et donc on a aussi pour objectif d'élargir progressivement
le périmètre d'EcoScale à des nouvelles familles de produits, à des nouvelles familles d'équipements. Et ça, pour le coup, on a prévu de le faire, on a un certain nombre d'idées, mais on est aussi en attente de retour de la part de la part des différents, de la part de la filière et des différents acteurs sur les familles de produits ou équipements sur lesquels il faut se déployer en premier. Donc là-dessus, on est aussi en attente de vos retours. Mais clairement, notre objectif, là, c'est de pouvoir élargir au maximum et progressivement le périmètre de cette évaluation. Dernière question, finalement, c'est comment en bénéficier ? Et surtout, qui peut en bénéficier? Alors, je l'ai mis à l'écran. Tout produit, en tout cas, éligible au fait d'avoir une FDES individuelle ou encore collective, mais aussi en apportant la preuve de la fiabilité technique. Maintenant, comment est-ce que cela fonctionne? Alors, ça fonctionne en gros par étapes et surtout par année, avec une admission, 2 années de suivi, puis un renouvellement. Alors, combien est-ce que ça coûte? Et je me suis permis aussi de vous l'afficher tout de suite. En tout cas, l'admission sera à partir de 1 700 €, le suivi 700 et le renouvellement 1 200. Sachez également, en tout cas, qu'on est conscient du travail que ça représente et aussi à un moment donné de vous, vos besoins. Et c'est dans ce cadre-là, en tout cas, qu'on a proposé une offre de lancement avec la gratuité pour 2 produits par filiale jusqu'au 20 décembre de cette année pour les familles pilotes que Sylvain a énoncé, permettant justement d'incrémenter aussi la base et aussi vous permettre justement l'accès facilité à EcoScale. Je terminerai cette présentation en vous indiquant les contacts qui sont présents en tout cas aujourd'hui et qui vont pouvoir aussi répondre à vos questions avec Karine, Franck et Caroline. Et je me suis permis également de vous remettre en tout cas l'accès à la page dédiée sur le site CSTB Évaluation, notamment sur la page EcoScale. En tout cas, merci à toutes et à tous. J'espère que cette présentation répond aux questions et que l'attente n'a pas été trop longue, en tout cas pour la présentation d'EcoScale. Merci beaucoup.